Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Gemperli, médiateur basé en Suisse. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou proposer des questions. Allons-y. Bonjour tout le monde, salut Emmanuel. Bonjour Pascal. Bienvenue sur le podcast Perspective de médiation. Merci. On parle ici du monde des conflits, surtout sur la résolution des conflits, de la médiation et toute autre approche qui est utile pour alléger cette souffrance qu'on peut avoir autour des conflits. Donc toi, tu es psychologue du travail et médiateur, C'est ça. basé à Paris et en Normandie. Et donc tu interviens surtout, je crois exclusivement dans le monde du travail, c'est ça? C'est ça. Comment tu vois un peu ces dernières années ici en Suisse? Je lis beaucoup sur les conflits au travail, tout ce qui est risques psychosociaux, qui est une augmentation apparemment assez importante. Comment toi tu vois ça? Qu'est-ce que tu observes sur, si on veut, les conflits, mais peut-être aussi un peu plus large, hein, les risques psychosociaux, la souffrance liée au mental en France? Qu'est-ce que tu observes? Mais en fait, on peut dire que c'est une question de santé publique, hein, en tout cas en France. Là, le nombre de jours par an moyen, enfin cumulé, d'arrêt pour des raisons de troubles psychiques, il se monte à 23 ou presque plus de 23 jours. C'est-à-dire qu'en gros, techniquement, Ça c'est par quoi? 23 jours 23 jours par an. par personne? Non, oui, c'est ça, par salarié. C'est-à-dire, Ah ouais. c'est comme si tu vous disais que la masse des salariés français, donc le système de travail français, s'arrête 23 jours par an. Il y a 10 ans, 15 ans, pendant que moi je faisais mes études en psychologie du travail, on nous disait que c'était 14 jours par an. Et ça a augmenté de 10 jours là, dans les 10, 15 dernières années. Donc c'est la moyenne, j'imagine. C'est-à-dire il y en a Oui, qui c'est ça. sont absents pendant plusieurs mois, et puis si tu Et divises d'autres, par le nombre d'employés, ok. Voilà, c'est ça exactement. Oui, le mois, hein, c'est 23 jours, en gros, c'est un mois. C'est ça. Un Voilà. mois de travail, quoi. Ok. C'est ça. C'est énorme. Donc, c'est un pourcentage du PIB important. Mm. Donc, c'est une question de santé publique. Et puis, ça n'évolue pas dans le bon sens. C'est-à-dire que là, en plus, depuis le Covid, il y a eu plein d'effets qui ont suivi, si tu veux. Donc, on voit bien dans les entreprises qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Moi, je le vois. Enfin, alors, je dirais que même dans mon travail, on ne voit presque que ça. C'est normal, on nous appelle pour ça. Ouais. Voilà. J'imagine l'analyse est un peu difficile parce que ça, après, c'est des questions sociétales, j'imagine. Voilà. Ça se générait par quoi? T'as une idée, une hypothèse? Alors moi, de ce que je vois, c'est les rapports très tendus dans les rapports d'autorité. C'est-à-dire que je dirais qu'on a des gens qui revendiquent de plus en plus de pouvoir d'être reconnus dans leur intelligence sur leur travail, d'avoir une forme d'autorité sur leur propre travail, des capacités d'auto-organisation individuelle ou collective, et que il y a très souvent des malentendus avec la hiérarchie. En tout cas, moi, c'est ça que je vois, c'est ça que je traite. C'est généralement dans ces questions-là que j'atterris, où en fait, il y a beaucoup de défiance en fait entre les tenants de l'autorité managériale et puis ceux qui sont subordonnés par contrat de travail. Hein. C'est la liaison de subordination dans le contrat de travail qui commence à être plus compliquée et qui réclame de plus en plus de finesse, de plus en plus d'intelligence. Et moi, j'aimerais pas être manager. C'est vraiment très compliqué. Mais en fait, tout ça est moi, je le lis à travers le prisme d'un rapport à l'autorité. Mais c'est mon filtre. Ouais, c'est intéressant, les gens acceptent. J'ai discuté ça avec quelqu'un d'autre aussi sur ce podcast. Les gens acceptent. On est devenu de plus en plus horizontal. Les gens acceptent de moins en moins la verticalité. Et c'est pour ça que je dis c'est difficile pour les managers. En fait, ça voudrait dire que peut-être la solution à ça serait vraiment
comment on appelle ça, la sociocratie, les processus participatifs, ou non? Si déjà, peut-être, mais si déjà les modèles existants fonctionnaient, ce serait pas mal. Tu vois, c'est une image assez répandue, en effet, que les gens sont plus résistants à l'autorité. En fait, ce qui est troublant, c'est que la plupart du temps, ce que j'entends, c'est plutôt j'aimerais que les gens disent, c'est j'aimerais mieux d'autorité. C'est pas que je veux plus de chef. Et pas que je veux pas de chef. C'est que je veux un chef qui me développe, qui m'augmente, qui me permette de me développer dans mon travail. Ce qui est déplaisant dans la verticalité, c'est la verticalité qui ne cherche pas du tout à reconnaître que les personnes sont déjà verticales en elles-mêmes, qu'elles tiennent debout et qu'elles sont aptes à travailler avec dans ce qu'on appelle une collaboration, une coopération verticale, justement. Ouais. Donc, il faudra encore plus faire attention aux compétences, comment on appelle ça, aux soft skills, hein, pour les managers. On le fait déjà, on parle que de ça, hein, On peut dire ça comme ça. mais peut-être encore davantage. On peut dire ça comme ça. En tout cas, ce qu'il faut comprendre pour les managers, je ne sais pas si on peut appeler ça des soft skills, mais en tout cas, c'est une capacité pour le manager à comprendre non pas seulement le travail que font ou que réalisent les gens, mais le travail réel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça leur demande de faire ce qu'on leur demande, qu'est-ce qui les empêche de faire convenablement ce qu'on leur demande, et qu'ils arrivent à rentrer dans un questionnement, à prendre le temps d'entrer dans un questionnement pour arriver à comprendre ce qui se joue vraiment pour pour la personne ou pour les collectifs quand ils font ce qu'on leur prescrit comme travail, quoi. Voilà, c'est une réalité qui n'est pas la même que celle du chef qui sait très bien quel est le résultat qu'il veut, mais il ne sait pas forcément expliquer qu'est-ce qui fait qu'il ne l'obtient pas. Oui, oui. Mais donc, en résumé, ça voudrait dire que le problème, c'est avec les managers. Alors, disons que ma manière d'intervenir, on vient tous de quelque part et on essaie tous de voir les choses à travers un angle qui nous préoccupe particulièrement. Moi, je suis particulièrement sensible aux questions de rapport d'autorité parce que j'ai une très haute définition de ce que c'est que l'autorité. J'ai eu moi-même des chefs et j'en ai eu très peu d'excellents, mais c'était génial. J'ai adoré ça, hein. En revanche, j'avais toujours quelque chose à dire sur la manière dont l'autorité, justement, ne me permettait pas, moi non plus, de me développer, et entre autres problèmes. Mais disons que, ouais, c'est effectivement, c'est la question managériale, la question de l'écoute, la question des négociations entre celui ou celle ou ceux qui demandent la réalisation de certaines choses pour certaines raisons, et puis ceux qui travaillent pour eux. Voilà, c'est vraiment Je vais le dire peut-être, je vais corriger ce que je disais. C'est pas partie du problème, mais je veux dire, les managers font partie de la solution. Les managers c'est plus joli comme ça. C'est vraiment ça. Pour moi, les managers font partie de la solution de cet énorme problème de santé publique qu'est la santé au travail. Je veux pas leur rajouter une couche parce que c'est déjà très difficile d'être manager, mais ils sont vraiment la solution. Mais c'est pas les individus managers qui sont la solution, c'est la manière dont on pense le management qui est la solution. Et on n'est pas en management et on se fait épingler là-dessus par toutes sortes d'autorités nationales ou internationales. Même la Sécu française reconnaît que on n'est pas bon en management. C'est un vrai problème. Et puis, ils sont pas non plus tout seuls. Enfin, ils s'inscrivent, les managers, ils s'inscrivent aussi dans un système, hein, si on parle ici, mais ils ont plein de contraintes aussi, parce que le manager a aussi, lui, un manager qui a des attentes de plusieurs. Il y a le contexte. Je vais travailler avec quelques personnes d'Allemagne ou dans le domaine de l'automobile où il y a des gros changements, et puis c'est des pressions, de l'inconnu, une annonce de licenciement, on ne sait pas qui, le manager il sait, mais il ne doit pas le dire. Enfin, c'est pas facile aussi. Mais effectivement, en fait, pour résoudre les questions de travail et les questions de santé au travail, il faut remonter tout le système. Ouais. Et la question, c'est comment les managers de managers managent les managers. Et comment ils les questionnent. Et il y a, à partir d'un certain niveau, un manager, deux managers, considère qu'il n'a pas à questionner son subordonné sur sa manière de manager ses équipes. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. C'est fou. Alors qu'en fait, manager, c'est déjà tellement difficile. Plus on monte, plus on est seul.
Et donc, moins on a de réflexivité, moins on a de capacité à réfléchir avec 2 cerveaux, 3 cerveaux. Non pas seulement à quels sont nos objectifs et où il faut aller, quelle est la stratégie opérationnelle de l'entreprise, mais comment on s'y prend, comment on le fait avec les gens. Et les managers de terrain, ils n'ont pas beaucoup de possibilités ou d'espace généralement pour discuter avec leur manager de comment ils peuvent s'y prendre. C'est rare. En tout cas, dans les endroits où j'interviens, si j'interviens, c'est parce qu'il n'y a pas ça. Voilà. Donc, par rapport à toi, encore un petit peu, tu as fait la psychologie, puis ensuite, comment tu t'es spécialisé sur le monde du travail? En fait, c'est un long parcours, mais j'ai commencé par me former à la médiation, donc il y a une quinzaine d'années. Et puis, j'ai tout de suite démarré en formation dans le travail. Moi, depuis plus de 30 ans, je ne suis que dans des métiers qui entourent le travail des autres. Mon travail, c'est d'accompagner le travail. J'ai été RH, j'ai été manager, j'ai été consultant, j'ai été médiateur, voilà. Et puis je me suis formé à la psychologie du travail juste après m'être formé à la médiation, en sentant bien qu'il allait me falloir d'autres outils que la médiation pour intervenir dans ce secteur, dans ce milieu. Parce que la question de la souffrance au travail commençait vraiment à apparaître. C'est des mots que je n'employais pas quand moi j'étais chef du personnel d'une usine, dans les années 90, la souffrance au travail, on ne connaissait pas. Hein. Tu vas te la 7 heures et bosser, c'est tout. Non, c'était plus nuancé que ça, mais il n'y avait pas de question de souffrance. Ouais, la société évolue. Ok, et donc là, tu interviens sur ce genre de situation. Imaginons tu as un appel à une entreprise, quelqu'un responsable RH ou direction, ou t'appelles, et puis à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors à partir de là, généralement déjà, c'est assez rare qu'on m'appelle pour des médiations entre 2 personnes. Moi, je fais plutôt dans le collectif. Et j'ai plutôt des missions qui concernent tout le système, justement. Donc, ce que je fais d'abord, c'est que je travaille avec les dirigeants. Là, c'est quelque chose que ma pratique m'a amené à faire de façon maintenant dorénavant systématique, dans la mesure où un conflit, même entre seulement 2 personnes, dans le travail, qui est un milieu spécifique, dans lequel il y a des rapports de subordination, puisqu'on a des contrats de travail, même entre 2 personnes, un conflit, il est systémique. C'est très rare, très très rare qu'il soit seulement isolé. Et du coup, je travaille d'abord avec les dirigeants. J'essaye de les faire réfléchir avec moi sur l'ensemble du système, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'ils diffusent comme idée dans leur ligne managériale, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme information du terrain, comment ils analysent cette information du terrain, qu'est-ce qu'ils en comprennent sur les difficultés de travail des gens. Quand bien même il pourrait y avoir des moments où la structure tangue un peu parce qu'il leur manque beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de turnover, etc. Très bien, ok, mais les problèmes de travail restent quotidiens. Comment ils les analysent vu de leur vigie, enfin de leur poste de pilotage, voilà. Et ensuite, je vais dans l'endroit qu'ils me désignent comme dégradé, conflictuel, et je travaille avec les équipes ou les équipes. Parfois, ça Donc c'est un département, une équipe. voilà, ou bien tout un établissement complet qui est des endroits en fait. Non mais je t'en prie. Pardon, je veux juste. Et leur constat vient d'où? Est-ce tu disais qu'il y a un fort turnover, donc beaucoup de changements au niveau de personnel, ou c'est ça des indicateurs d'absence ou... Alors c'est rarement ça qui les fait m'appeler. Ce qui les fait m'appeler, c'est parce qu'en fait, ils attrapent plutôt chez moi le médiateur que le psychologue du travail. Mais en fait, ce qui les fait m'appeler, c'est le conflit, c'est le blocage. C'est qu'en fait, on arrive dans une situation où c'est pas qu'ils peuvent pas mettre en place leur politique, c'est pas même pas forcément des questions de turnover. C'est que vraiment ça fonctionne plus. La machine fonctionne pas. Ça grippe, ça freine de partout, il y a des tensions, des querelles, des gens qui se fâchent, ils sont embêtés par des tas de signalements, l'inspection du travail s'en mêle, voilà. Baisse la qualité, baisse du chiffre d'affaires. Alors ça, quoi. c'est en plus, mais ça peut être même à l'état de menace, les conséquences économiques
Mais c'est simplement que socialement, ça marche pas et qu'ils deviennent, ils ont des demandes d'enquête internes, des enquêtes pour harcèlement, voilà. Il y a plein de monde qui se met, les pouvoirs publics commencent à s'agiter autour d'eux et donc ils sentent ils n'arrivent plus à démêler le problème. Mm. Voilà. Ok. Ça, c'est Donc, tu interviens avec le manager, tu analyses. Je trouve ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de partir vite là où on indique le souci, mais si on pense systémique, peut-être effectivement commencer par les responsables, comment eux ils gèrent. Et puis ensuite, donc tu analyses avec le manager. C'est ça. Et il y a en fait, ça a une double fonction, c'est de commencer à analyser moi comment comment l'équipe dirigeante a été dépassée, débordée, et puis quelles sont les ressources qu'ils ont qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir eux-mêmes redevenir la ressource pour que une sorte de vie organique plus équilibrée, plus robuste, puisse se mettre en route peu à peu. Mais ça permet aussi l'autre fonction, c'est que quand on commence par les dirigeants, quand on va ensuite sur le terrain et qu'on va discuter avec les personnes et qu'on va voir quelles sont les médiations qu'on peut construire, si on revient voir les dirigeants pour dire bon, c'est un petit peu ce qu'on avait anticipé, mais c'est très systémique tout ça, ça a réatterri un peu sur votre bureau quand même. Eh ben ils y sont préparés, ils s'y attendent, et puis c'est même il y a presque des rendez-vous qui sont planifiés à l'avance pour dire bon alors on se revoit à telle date, telle date. Entre temps j'aurais vu telle personne, tel groupe, telles équipes, et puis on aura commencé à voilà. Et donc ça permet de construire avec le mandant une relation dans laquelle lui se retrouve, dans laquelle il a l'impression de maîtriser les choses, dans laquelle moi j'ai l'impression de maîtriser mon périmètre, et dans laquelle surtout euh, je négocie avec lui qu'il ne m'arrive plus ce qui m'est déjà arrivé de façon vraiment très frustrante. C'est qu'il y a un moment où il peut arriver que les directions disent bon, ça fait assez longtemps que vous êtes là, alors c'est très très bien ce que vous faites, mais nous on va reprendre en main la situation. Et en fait c'est catastrophique parce que un an après, il me rappelle en disant non, on est toujours, c'est toujours pas résolu en fait. Bon, ok. Donc pour éviter Pardon, il veut reprendre, c'est-à-dire en je fait, pense que maintenant on est je pense capable. je pense à un cas où finalement ils se sont dit bon, finalement un des problèmes c'est qu'on n'est pas assez sur le terrain, donc avant la fin de la médiation collective que fait le médiateur, nous on va descendre sur le terrain et puis en fait on va avoir des entretiens individuels avec tout le monde. Ah oui, mais c'est que quand la direction descend et il y a des entretiens individuels avec tout le monde, les gens changent complètement de stratégie. Ils se désolidarisent complètement du mouvement collectif. Ils comprennent bien qu'ils peuvent avoir des billes à gagner individuellement. Et donc, tout ce qu'on essaye de construire comme intelligence collective qui va rétablir quelque chose de... Pardon, tu dis ça pour dire les gens, justement, ils vont plutôt devenir individuels, donc ça va plutôt peut-être accélérer le conflit parce que ça change la dynamique du conflit. Ça change la dynamique du conflit et ça change le rapport de la direction à son équipe. C'est-à-dire que la direction reprend en faisant ça, disons que c'est cette direction-là, hein, ça m'arrive pas tous les 4 matins, mais en faisant ça, cette direction-là a réindividualisé son rapport aux personnes dans un endroit où en fait il y avait une grosse problématique de collective, de solidarité, de confiance, de remise en confiance collective. Donc quand c'est la direction qui vient elle-même réindividualiser les rapports managériaux, ça met vraiment le bazar. Et du coup, avec ça m'est arrivé quand même 2 ou 3 fois, enfin, une paire de fois, pour être très général, dans les dernières années. Et du coup, j'indique déjà à la direction d'emblée que ce que je vais faire, c'est que on peut, en revanche, faire un calendrier de remise en main. Je veux pas qu'ils reprennent en main n'importe quand, parce que moi, je veux pas avoir l'impression d'avoir moi-même fait du mauvais boulot. C'est pas bon pour ma santé. Hein. La santé au travail, c'est de faire du bon travail, et ça commence par moi, hein, parce que voilà. Je peux faire du bon boulot. Donc, je leur dis, je vais vous remettre la situation en main et on va avoir des cadres de dialogue très spécifiques. Par exemple, le dernier cadre de dialogue avant que je m'en aille, c'est un cadre où, en fait, c'est pas, il peut y avoir une réunion de bilan très officielle, y compris avec le CSE ou la CCCT, ou y compris avec, je sais pas, moi, la CRAMIF, la SCARSAT, les pouvoirs publics autour, ou bien simplement les acteurs du conflit et la direction pour dire la mission est terminée, merci, hop. Mais ça peut être en fait une dernière démarche, c'est une démarche où c'est une réunion organisée par le manager, ou le manager du manager, le N+2, le N+1, et puis l'équipe, où
c'est bien lui qui préside la réunion, mais c'est moi qui la facilite. C'est-à-dire, c'est pas une médiation, mais c'est un moment où on remet en musique tout ce que moi j'ai fait comme travail de médiation au niveau N, si tu veux, au niveau N. On le reprend avec le niveau N+1 et éventuellement avec le niveau N+2. Et là, on fait une sorte de table ronde, mais qui peut être où c'est pas moi qui accueille tout le monde autour de la table. Ça, je peux le faire s'il y a besoin, si la médiation n'est pas terminée. Mais pour quand elle est terminée, c'est une réunion où c'est le manager ou le dirigeant qui sponsorise, qui préside la réunion. Et moi, je la facilite, c'est-à-dire que je fais encore un peu de travail de questionnement, de retraduction, de reformulation, pour que vraiment tout le monde se soit vraiment, vraiment, vraiment bien compris. Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent, je m'en vais, mais voilà. Et le processus, donc c'est quoi? C'est des séances comme des séances de médiation de groupe, ou c'est des dialogues de groupe, ou c'est plus individuel? Comment ça? Alors, en fait, il y a des morceaux de processus qui sont un processus presque classique de la médiation. Une fois que j'ai discuté avec les dirigeants, je vais sur le terrain, je rencontre les acteurs clés qu'ils m'ont désignés, qui sont ceux qui sont partie prenante au cœur d'une situation de tension, de conflit. Je peux éventuellement voir les élus s'ils le souhaitent. Enfin, en tout cas, je fais toujours la demande, les élus du personnel. Et puis ensuite, je fais des entretiens de préparation à la médiation. Qui a envie de discuter avec qui ou qui redoute de discuter avec qui. Avant ça, évidemment, dans le meilleur des cas, je fais une présentation collective de ma méthode, de moi, pour que une courte réunion, hein, vraiment très classique, une demi-heure, pour que les gens me repèrent, pour que si je circule dans les couloirs, ils me voient. Puis ensuite, je fais les entretiens individuels. Et ensuite, j'arrive à dire si les conditions d'une médiation sont réunies, un peu, beaucoup, pas tout de suite, plus tard. Ici, oui, là, non. Et puis, bah, après, les médiations, elles s'organisent dans le temps en fonction du agenda, jusqu'à ce que toutes les sources, enfin, les zones de tension soient résorbées. Et là où c'est le plus intéressant, c'est quand les zones de tension sont complètement de toute nature. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans un établissement où je suis resté assez longtemps, par exemple, il y avait des conflits interpersonnels majeurs entre le dirigeant et les représentants syndicaux. C'était devenu interpersonnel. Et du coup, il ne pouvait pas y avoir de dialogue social. Donc, pour rétablir le dialogue social, il a d'abord fallu faire toute une série de médiations, parfois espacées de quelques semaines, parce que la tension était très forte, entre le dirigeant et puis un des représentants syndicaux, l'autre de l'autre obédience syndicale, puis tous les représentants syndicaux entre eux, puis le dialogue social a pu reprendre, puis ensuite, il y avait d'autres sources de conflits à revoir, et de temps en temps, ça pouvait mêler des gens de la hiérarchie ou des professionnels entre eux, quoi. Voilà. Donc, c'est des médiations, comment on dit ça en français, multi-track, c'est plusieurs niveaux, une fois, multi-pistes, voilà, différents groupes à différents moments, et puis à la fin, il faut que tout rentre vers la même solution. Donc là, ce que j'entends, c'est plus un travail de médiateur de groupe. Comment tu intègres tes compétences de psychologue? Comment ça rentre là-dedans? Les entretiens préparatoires à une médiation, tels qu'on les apprend dans les formations à la médiation, ça peut être potentiellement très court. Quelle est la situation pour vous? Vous êtes d'accord pour aller discuter avec l'autre? Sinon, à quelles conditions? Enfin bref, toutes sortes de questions ouvertes pour essayer de tester le désir et la capacité de chaque personne à entrer en médiation avec l'autre en respectant, en comprenant bien le sens de la médiation. Moi, j'y ajoute beaucoup de questions, ou en tout cas une grande ouverture sur la question du travail. Qu'est-ce qui se passe dans le travail? Qu'est-ce que le travail veut dire pour la personne? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui se joue? Et puis, donc, ça, c'est parce que je suis psychologue du travail. Alors après, un psychologue du travail, il est un tout petit peu psychologue quand même, au sens où j'essaye de voir aussi quelles sont comment les personnes définissent leur propre marge de manœuvre, et puis même comment elles fonctionnent. Il y a des notions un peu d'ergonomie que je peux avoir en substrat, en arrière-fond quand je les écoute. J'essaie de voir comment leur travail est organisé, comment elles se situent dans leur ambiance de travail, comment le management organise leur travail, mais aussi comment elles fonctionnent. Il y a des gens qui, dans certaines situations de tension, vrillent complètement, délivrent
des volants de leur personnalité qui leur sont même parfois difficiles à vivre pour eux-mêmes et qui les transforment pour les autres en personnes harcelantes ou en personnes dont on n'arrive pas à qualifier la folie, mais qui sont très pénibles. Donc je rencontre beaucoup de gens aussi qui vivent de façon projetée ou assumée une forme de, je dirais, un peu de dinguerie, tu vois, ou qui ont ou que la colère fragilise énormément, ou qui ont des troubles de sommeil. Donc tout ça, on en parle un peu. Donc je rentre pas dans, j'ai pas le temps, et puis c'est pas mon but ni ma formation. Je rentre pas dans des tentatives d'entrer dans au-delà des frontières du préconscient. Je vais pas dans l'inconscient. Enfin, en tout cas, pas de façon délibérée. C'est pas une psychothérapie. Ouais. Ça a des effets thérapeutiques, mais c'est pas une psychothérapie. Ouais. Et puis, il peut y avoir des moments où je fais des choses qui sont pas des médiations, mais qui sont quand même, qui font médiation entre même des collègues qui s'apprécient énormément. Là, j'étais l'autre jour dans un centre d'accueil de personnes handicapées, et entre la psychologue et les deux chefs de service de cet établissement, qui s'appréciaient énormément, qui travaillaient très bien ensemble, il y avait des tas de choses qu'elles n'arrivaient pas à se dire, ou qu'elles n'avaient même jamais pensé à se dire. Et dans une petite réunion où je les faisais parler autant que possible de leur travail, de leurs difficultés, en fait, elles ont été amenées à se dire des choses sur leur travail en commun elles m'ont dit, et qui les avaient allégées, qui leur avaient permis de travailler plus sereinement, plus efficacement. Donc voilà, c'est toujours un peu à la frontière des deux, entre la casquette de médiateur et la casquette de psychologue. Oui. Bah, je crois que la gestion des conflits, la résolution des conflits, c'est finalement très psychologique. Hein. Je pense que c'est beaucoup dans la tête, les perceptions qu'on a de l'autre, les biais. Mais oui, tout à fait. Mais oui, il y a beaucoup de biais. Parfois même, les managers ont des biais qui sont des biais je vais employer un gros mot, mais des biais parfois d'idéologie managériale ou d'idéologie de ce que c'est que l'autorité. Mais ils ont aussi des biais parce que ils ont leur propre rapport au conflit. Je voyais l'autre jour un manager après une médiation et il me disait, bon, alors vous avez vu, hein, monsieur le médiateur, en médiation devant ma subordonnée, j'ai été très conciliant, j'étais prêt à montrer que j'étais prêt à assumer toutes mes erreurs, et j'ai tout fait pour ça. Et quand je vois que elle était pas prête du tout à ça, je me suis dit, mais elle ment. Monsieur, c'est pas parce que vous avez fait acte d'auto-analyse et d'auto-observation et d'auto-reproche que forcément ça va se jouer en miroir en face. Donc peut-être qu'il y a des tas de choses que vous auriez pu lui dire. Et peut-être pas au moment même. Pas au même ça moment, vient, mais peut-être plus tard. Voilà. Donc cette espèce de... Il y a plein de croyances, en fait, dans les rapports qui sont pas seulement des rapports d'autorité. C'est le problème, c'est quand les autorités ne comprennent pas ce que c'est que le conflit, ne comprennent pas pourquoi. C'est très désagréable quand on est dépositaire d'une autorité de se faire engueuler ou de se faire expliquer qu'on fait mal notre boulot. Ça fait lever des systèmes défensifs. C'est évident, c'est normal. Donc, je vais broder sur la question que tu me poses, mais ou en tout cas, c'est effectivement un peu psychique tout ça. C'est aussi une question de rapport au conflit, c'est une question de rapport à la morale managériale, mais c'est aussi une manière pour chacun de travailler sur tous les systèmes de défense qu'il met en avant, sachant que si en plus il a du pouvoir, bah, ces systèmes de défense deviennent des outils de pouvoir, et qu'il faut qu'il arrive ou qu'elle arrive à comprendre que et il faut qu'il lâche, comme il faut aussi faire comprendre aux salariés que toutes les méthodes qu'ils ont entre les mains, hein, ça c'est peut-être un autre versant qu'on pourra ouvrir, mais le problème de la gestion des conflits, c'est que les outils qu'on met entre les mains des personnes, c'est avant tout des outils judiciaires, des outils juridiques, des outils de contentieux. La première idée de la loi, c'est pas de dire quand vous avez un conflit au travail, nous allons légaliser le fait qu'il va falloir que vous discutiez avec votre employeur, puisque par définition, c'est conçu comme quelque chose qui est impossible. Donc, on va plutôt mettre dans les pattes, dans les mains, dans les pattes, c'est pas très joli, mais on va plutôt vanter et promouvoir des outils de l'attaque, du signalement, de l'alerte, du blocage, qui sont des outils légitimes quand il y a faute, quand il y a des délits, quand il y a vraiment des erreurs graves.
Mais le truc, c'est que on finit par arriver dans des endroits où vraiment il y a beaucoup d'autres choses à faire avant que d'alerter, parce que les signalements, les harcèlements, les enquêtes pour harcèlement, parfois ça fait un tel dégât sur les collectifs derrière que, en fait, mieux vaut commencer par une bonne médiation, et puis Oui. après, bon, hein, c'est un Ouais, ça large sujet que j'ouvre là. Ça me fait penser, je sais pas ce que tu en penses, mais je viens d'avoir cette image-là, tu vois. Bon, c'est un peu de la psychologie. Si tu es dans la forêt, puis tout d'un coup, tu as un ours devant toi, tu as les trois options, hein, fight, flight or freeze. C'est ça. Se battre ou. La coopération, c'est pas la modalité la plus évidente, hein, quand c'est lourd. Voilà. C'était un ours, mais je me dis, est-ce que pour un conflit, c'est la même chose? Parce que si on voit le conflit comme une menace, moi, je fais quoi? Je me bats ou je m'échappe ou bien je suis, comment dire, freeze. Je ne plus. Gelé, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Je ne fais rien, j'évite. Voilà, c'est pas automatique d'aller dans Ah ben non. le dialogue. Ouais. Bon, heureusement, parfois, il faut une étape d'attaque pour qu'ensuite l'employeur dise, bon, alors, attendez, on va se calmer, on va faire une médiation. Mais dans le cours d'une démarche de médiation, c'est très important de mettre en visibilité ce phénomène-là chez les salariés, même les plus cabossés, même ceux qui se sentent les plus lésés. C'est que le fait de leur faire adopter un statut de victime ne va pas les aider. Et il y a une idée qui est vraiment très difficile à faire passer, hein, mais c'est que pour se sauver d'une emprise de l'autorité, il faut sauver l'autorité en même temps. C'est-à-dire, si on fige l'enquiquineur, qui n'est pas forcément le chef, hein, d'ailleurs, mais l'enquiquineur qui peut être le collègue ou qui peut être un manager ou qui peut être même un subordonné, hein. Si on fige l'enquiquineur dans un masque d'enquiquineur, on en prend pour longtemps. Oui. Donc, que ce soit que l'oppresseur soit le dirigeant, le chef, le manager, ou le collègue, ou le délégué syndical, ou le subordonné, en fait, il faut aller. C'est ça le but de la médiation, hein, c'est d'arriver à faire de la place pour tout le monde, y compris à notre pire ennemi. Donc, ces principes de médiation. C'est toujours avec l'ennemi qu'il faut faire la paix. Ben voilà. Avec les amis. C'est ça. Mais ces principes de médiation-là, moi, je les utilise en tant que psychologue du travail, appelé dans des questions de santé au travail, dans les endroits où il y a pu se poser des questions sur le harcèlement, dans les endroits où les rapports psychosociaux d'autorité et de pouvoir, hein, parce que c'est un peu autre chose, sont trop tendus. Mais disons que là-dedans, ma clé d'entrée, c'est toujours comment on va rétablir du dialogue qui va permettre que tout le monde ait de la place. Sachant que moi, mon but, c'est... j'ai beau travailler avec les dirigeants, je continue à garder de ma formation de médiateur la préoccupation de ne pas être dans le conseil. Alors même que je parle énormément, que je fais parler énormément, que je questionne énormément. Parfois, je travaille avec différents binômes qui parfois ont des profils un peu plus consultants et qui, bam, donnent des conseils à tout un chacun sur ce qu'ils devraient faire à partir des outils qu'ils ont. Moi, je fais pas ça, en fait. Je fais accoucher, je questionne, mais je fais travailler les gens sur eux-mêmes et jamais sur ce qu'ils doivent faire. Mais c'est vrai que parfois, on est un peu à la lisière en disant, vous avez l'outil d'alerte. Regardez comme cet outil d'alerte, en fait, a eu des conséquences, même pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez été entendu jusqu'à un certain point. Et puis après, la direction, elle a des limites. Et une fois qu'elle a eu la sensation de résoudre le problème que vous leur avez envoyé par l'alerte, en fait, elle a trouvé une solution qui est un peu superficielle par rapport au problème de fond que vous essayez de lui faire comprendre et qu'on va maintenant essayer de lui faire comprendre dans sa complexité, dans sa nuance, dans sa subtilité et dans surtout son aspect systémique, parce que les problèmes que vous vivez, sur lesquels vous avez attaqué avec des points les plus factuels possibles, en fait, c'est beaucoup plus que factuel. C'est émotionnel, donc c'est professionnel, puisque les émotions qu'on a au travail sont des émotions professionnelles. C'est des questions psychiques, c'est comment vous fonctionnez, comment tout le monde fonctionne, comment vous fonctionnez par rapport au système, comment il fonctionne. C'est psychosocial et c'est organisationnel et c'est donc aussi relationnel parce que vous n'avez pas choisi les gens qui sont autour de vous et même si vous les aviez choisis, les relations c'est compliqué. Donc en fait, c'est tout ça qui fait la complexité de la demande que vous aviez résumée
en une attaque ou en un courrier que vous aviez mis un week-end sans dormir à rédiger pour alerter, quoi. Donc, voilà, c'est comment, en fait, avec des outils de médiateur, avec des outils de psychologue du travail, on peut arriver à réouvrir la complexité, à lui redonner de la place, à aller dans tous les coins et recoins de comment, et vivant et organique, parce qu'en fait, suffit de nommer toute cette complexité pour que, toc, ça y est, elle est déjà bougée, elle se soit déjà transformée, donc ça n'arrête pas de bouger. Donc, il faut rester à amener les gens à se mettre non plus dans des postures figées, ni de victime, ni de... Parce que tout le monde se sent victime, hein, même le dirigeant ou même l'objet du harcèlement, mais dans des postures de mise en mouvement, quoi. Voilà. S'il y a des managers qui nous écoutent ou qui disent, ouh là là, j'ai une équipe dysfonctionnelle, ça me coûte trop cher, ça me prend la tête, je perds des clients, enfin, tout ce qu'on sait, j'ai des absences maladie, etc. Donc, je pense qu'ils arrivent à peu près à se donner une idée de ce que ça leur coûte, ce conflit. Si on passe justement à une solution, et j'imagine tu dois être comme partout autour de 75% de taux de réussite ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas non plus à tous les coups que ça marche. Mais si ça marche, Oui. qu'est-ce qu'il faut compter comme durée, comme budget pour ce genre de processus? Alors, tout dépend du moment auquel on m'appelle. Je dis que je peux rester entre 2 heures, Ouais. 2 jours, parce que pour arriver à monter une médiation de 2 heures, parfois il faut quand même 2 jours de boulot, mais disons entre 2 jours et 2 ans. Ah ouais. Donc C'est 2 long. ans, c'est pas 365 jours fois 2, hein. 2 ans, ça peut être 60 jours. Ouais, c'est la durée du processus. Ouais. C'est la durée du procès. Bon, là, c'est quand il y a vraiment quand toute l'institution est un tissu de conflits ancrés de longue date. Mais en revanche, ça m'est déjà arrivé, effectivement, hein, de faire voilà, un conflit dans une entreprise où je suis venu plusieurs fois déjà. Une fois, ils se sont dit, on va l'appeler tout de suite, Emmanuel. Je suis venu et j'ai vu chacun en 1h20 chrono parce que tout le monde était pressé. Tout le malentendu qui aurait pu être très grave, qui aurait pu vraiment avoir des réactions en cascade importantes sur le reste du collectif. Voilà, donc ça peut être plutôt on appelle un médiateur, moins cher il coûte. C'est très simple. Hein. Oui, le souci, moins on est conscient parce que plus le problème presse, moins on donne de l'attention. Donc, Voilà. le problème de la prévention partout, hein, C'est ça. c'est que. Ouais. Mais Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on sait plus du tout comment s'en sortir et qu'on a même plus la ressource de déplacer, virer ou mettre que les gens se mettent en arrêt maladie, ben, il reste quand même encore des solutions ou des manières de remettre un peu les choses, de remettre les choses en mouvement. Et peut-être gentiment pour conclure, au niveau de l'autonomisation, qu'est-ce que tu peux conseiller pour renforcer les capacités des équipes, des managers on aura toujours besoin de médiateurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, anticiper, que justement que ça escalade pas, pour renforcer les capacités du système à s'auto-gérer, auto-résoudre les conflits ou les prévenir au mieux? Ça, c'est un vaste sujet, mais ce qui manque le plus dans les lieux de travail où le conflit est allé très loin, alors même que tout le monde est de bonne volonté. Invariablement, ce qui a manqué, c'est des espaces de dialogue prévus sur le temps de travail dans lesquels on ne parle pas production, mais on parle du travail et de la manière dont on le fait ensemble. Voilà. On appelle ça des espaces de discussion sur le travail, qu'on appelle ça des moments de supervision, de co-développement, d'analyse de pratique. Mais c'est encore un peu autre chose, ça. C'est du travail individuel en collectif, l'analyse de pratique. Mais des moments où collectivement, et avec et sans la hiérarchie, ou plutôt sans, mais aussi avec la hiérarchie, on se parle de son travail. À partir du moment où les hiérarchies se parlent entre elles de leur travail de management, on fait beaucoup de prévention. À partir du moment où aussi les managers sont sensibilisés à la notion de travail réel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la réalité vécue subjectivement, pas factuellement, subjectivement, par les professionnels, sur la réalité des obstacles qu'ils rencontrent, de tout ce qui les empêche
de faire leur travail correctement, même sans apporter de solution. Le simple fait de comprendre ça, c'est énorme. Le simple fait aussi pour un manager de comprendre que il lui est pas nécessairement demandé de trouver des solutions aux problèmes. Et que parfois, plus il trouve des solutions, plus il crée de problèmes. Ça, c'est un truc que les managers ont beaucoup de mal à comprendre. Parce qu'en fait, on les paye pour trouver des solutions et pour être très intelligents. Mais à partir du moment où on fait confiance aux professionnels, à partir du moment où on comprend que quelqu'un qui toque à la porte du manager, dont la porte est toujours ouverte, hein, bien entendu. Je plaisante parce que c'est une expression qui a plein d'effets négatifs, mais La porte est ouverte, mais laisse-moi tranquille. ouais, c'est à peu près ça. Et surtout, moi, je ne vais jamais aller toquer à ta porte, hein. Donc c'est à toi de faire le boulot, de venir me voir. Bon, mais quand un manager écoute simplement la question qui lui est posée, questionne un peu la question, fait réfléchir son subordonné, qu'il soit lui-même ou elle-même manager ou pas. En fait, ça fait déjà énormément. Donc, manager, ça pourrait être très cool comme métier si on se donnait pas l'obligation systématique de résoudre le problème que les autres nous apportent. Ça, en tout cas, c'est un message que je voudrais envoyer aux managers. Et c'est beau, ouais, voilà. Parce que ça, c'est de l'autonomisation. Et je dis pas qu'il faut mettre de la subsidiarité partout dans les modes managériaux. C'est-à-dire où le manager n'intervient que quand vraiment l'échelon en dessous n'est plus capable de gérer. Mais c'est quand même pas mal comme méthode. On a besoin d'autorité, on a besoin de managers, on a besoin de structures. Je crois pas complètement aux structures complètement horizontales. J'ai beaucoup été dans des coopératives. J'ai moi-même, j'ai vu comment ça fonctionne. C'est important qu'il y ait des autorités, mais c'est important qu'elles sachent que les professionnels doivent faire autorité sur leur propre travail aussi, et qu'il faut comprendre comment ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils font, et comment on peut les aider. Il n'y a pas besoin que d'intelligence artificielle, il y a aussi le simple fait d'être en relation entre deux intelligences humaines, ça développe l'intelligence, et que parfois, c'est vraiment important d'avoir eu ce contact-là, quoi. Voilà. L'important dans une autorité, c'est de pouvoir répondre de ce qui se passe, et de pas dire c'est lui qui a merdé, c'est pas moi non plus qui ai merdé, mais en revanche, je dois savoir quoi dire, qu'est-ce que je peux répondre de ce qui ne s'est pas bien passé, je sais pas, d'un mauvais service client, d'erreurs de production régulières, c'est moi qui dois en répondre. Voilà. Mais c'est pas moi qui dois tout résoudre. Ça instaure aussi une culture de la confiance, parce que je vous fais confiance vous-même pour régler vous-même une sorte de délégation, parce qu'on délègue quand on fait confiance. Quand on fait pas confiance, on ne délègue pas. Oui, mais c'est pas une confiance qui se débarrasse. C'est une confiance où je suis vraiment derrière, et si vous avez un pépin, je serai là. Et on va réfléchir ensemble et je ne vous lâcherai pas. Mais tant que vous savez faire, allez-y, vous admire. Je vous regarde. Moi, je fais mes affaires de chef, mais voilà. Bien. Je pense que c'est le meilleur mot de la fin qu'on peut avoir. La confiance, absolument. La confiance, c'est quoi? Merci beaucoup. Confiance dans les entreprises. Il faut rétablir beaucoup de confiance. Ouais, c'est sûr, ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Pascal. J'ai beaucoup appris. Passionnant. Je te remercie. Et puis, j'espère que là où il y a besoin, ils sauront où trouver de l'aide. Et ben voilà. Ciao, à bientôt. Merci. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.